Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire co-organisé par Facebook et Stratégie. Le thème, développer l'avènement des marques connectées, et nous aurons 80 minutes pour décrypter ce phénomène. Je me présente, je suis Vanina Prella-Lerminier, journaliste pour Stratégie. À mes côtés, Romain, que vous ne voyez pas, l'homme invisible derrière l'écran, qui m'aidera à modérer ce webinaire et à assurer son bon déroulement technique, et je l'en remercie. Alors, on est là, je vois 500, on attend beaucoup de gens aujourd'hui. Je vais peut-être encore laisser quelques secondes à tout le monde pour arriver, et je vais en profiter pour vous rappeler le déroulé de cette séquence qui sera décomposée en 4 parties. D'abord, 3 intervenants experts de chez Facebook prendront la parole pour vous délivrer des insights extrêmement intéressants. On commencera par Florence Trouche qui va, vous allez le voir, vous expliquer en quoi la crise a développé un phénomène d'accélération digitale, et surtout en quoi ce phénomène a pu également bouleverser les attentes et besoins des consommateurs. Florence Trouche est Business Director chez Facebook France. S'en suivra ensuite la parole de Farah Hamelin, Product Manager, qui évoquera, elle, reviendra sur les produits sociaux phares du moment. Puis Ségolène Brown, Marketing Science Partner chez Facebook France, et qui, elle, reviendra sur les audiences sociales, leur structuration et la manière, en tout cas la meilleure manière, de pouvoir les intégrer dans des stratégies de communication. Je reviendrai ensuite pour une table ronde qui recueillera le témoignage de 3 annonceurs totalement différents. Hyundai Motor France, également la néobanque Nickel et L'Oréal. Nous verrons ensemble comment ces marques-là construisent au quotidien leur territoire sur les réseaux sociaux. Et nous terminerons par des questions, pas dans le mode habituel, puisque vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude, j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement, sur le sujet des questions. Donc nous tenterons, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations au fur et à mesure. Nous les regrouperons par thématique pour pouvoir répondre au plus grand nombre, mais malheureusement, nous ne pourrons pas le faire de manière nominale comme d'habitude. Donc, nous avons trouvé une astuce. Nous vous enverrons un questionnaire en fin de webinaire. N'hésitez pas à y formuler vos interrogations et vos demandes. Et l'ensemble des intervenants et équipes présentes feront tout pour y répondre, évidemment. Voilà, donc moi, j'ai terminé de vous expliquer le déroulé de ce webinaire. Nous sommes un peu plus de 600. Je pense qu'il est temps de commencer, et je vais laisser la parole à Florence. Florence, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, Romain, si tu peux envoyer la présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de l'importance de maintenir une communication de marque dans ces temps incertains. Alors, c'est vrai que nous vivons une période pivot sans précédent jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on sera tous là dans 10 ans en se rappelant qu'on a vécu le premier confinement de notre vie. Et c'est pas une accélération uniquement d'un transfert de médias traditionnels vers le digital, c'est une digitalisation de toute forme de lien entre marques et consommateurs, que ça soit l'e-commerce, que ça soit la relation client, notamment via les messageries, la consommation de contenu via des lives, comme on est en train de faire aujourd'hui, via la vidéo. Donc, ça vous demande, à vous les marques, une capacité d'adaptation, d'agilité et de courage pour changer. Il faut beaucoup de courage pour changer, qui est sincèrement inégalable. Alors, il y a quand même un élément fondateur de la marque qui ne varie pas, c'est celle que vous portez à votre sens depuis le début et depuis la création de ce que vous êtes en tant que marque. C'est votre sens, c'est votre mission. Donc, cette proposition de valeur que vous proposez au monde, au-delà de vos produits et de services, c'est devenu, dans cette période de crise et de bouleversement profond sociétal, c'est devenu un critère de choix prioritaire, notamment sur les cibles les plus jeunes. Et on reviendra là-dessus parce que c'est une tendance structurelle, c'est pas une tendance conjoncturelle liée à la crise. D'ailleurs, 2/3 des consommateurs ont déclaré en juin que l'attitude d'une marque par rapport à sa réponse par rapport à la crise sanitaire dès le mois de mars serait un facteur de choix dans l'avenir de la consommation de cette marque. Donc, c'est très important et on reviendra sur reparler du sens. Donc, dans ce contexte inédit, quelles ont été les grandes tendances structurantes qui se sont ancrées en termes de communication?
Donc, ce que nous, on a observé sur nos plateformes, d'abord, c'est pas la création de nouvelles tendances, en fait. C'est toutes les tendances qui sont devenues plus importantes, plus visibles, plus consommées, existaient déjà, même si, quand même, il y a 21% des Français qui ont déclaré que pendant le confinement du mois de mars, ils ont eu recours à des services digitaux auxquels ils n'avaient jamais eu recours. Alors, dans les services digitaux, on met également tout ce qui est télétravail, tout ce qui est consommation téléchargement de documents, de contenus. C'est également les consultations médicales qui ont explosé en France, notamment chez Doctolib. Donc, pas mal d'usages. Il y a quand même 20% de ces personnes qui ne les utilisaient pas. Nous, ce qu'on a vu sur nos plateformes en particulier, c'est l'explosion des messageries. Donc, chaque fois qu'un pays rentrait en lockdown, une immense augmentation de l'utilisation de WhatsApp et de Messenger. Donc, plus de 50% d'augmentation en avril où on était en plein lockdown dans tous les pays. Mais également le live qui a été à mode, qui existait déjà sur la plateforme, le live Facebook, le live Instagram, qui était surtout utilisé par des influenceurs, des créateurs et par les marques comme les marques de luxe qui l'ont toujours bien utilisé pour mettre en avant leur défilé. Mais là, il y a eu une augmentation également phénoménale puisqu'on a eu plus de 800 millions de comptes qui ont interagi sur Facebook et Instagram avec des contenus de live et les appels vidéo, donc qui est devenu un appel vidéo qui est devenu une norme presque d'usage sur WhatsApp et Messenger. Alors, un autre impact de la crise, ça a été le recours aux réseaux sociaux pour rester connecté avec les siens. Donc, Facebook et sa famille d'applications, au moment d'aujourd'hui, ça connecte plus de 37% de la population mondiale. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp et Messenger, au moins une fois par mois. Et on a noté, particulièrement en France, un sens de la communauté, de l'entraide, de la solidarité fortement développé. D'ailleurs, beaucoup de marques ici présentes ont participé, que ce soit pour la production de masques, pour la production de gel hydroalcoolique, pour la proposition de petits déjeuners pour les soignants, pour l'accès privilégié à des queues dans la grande distribution, pour le transport, pour le logement, pour la récolte de fonds au service de la première ligne. En fait, ce que je n'ose pas, c'est citer toutes les marques qui se sont engagées, parce que j'ai peur d'en oublier, mais en tout cas, je suis très fière, parce que la majorité d'entre elles sont nos grands partenaires. Donc, il y a eu cette solidarité cet engagement auprès des populations qui, effectivement, vous aideront, celles qui ont été là, à vous faire préférer de votre audience. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le sticker qu'on a lancé, Stay at Home, je reste à la maison, a été utilisé plus de 300 millions de fois dans le mois qui a suivi son lancement. On a vu qu'il y a en France, il y a eu plus de 500 000 Français qui ont rejoint un des 1000 groupes de solidarité qui s'est créé juste dès le lancement du lockdown. Donc, cet engagement, cette communauté, nous aussi, on y a participé en tant qu'entreprise, puisqu'on a créé 2 initiatives au moment du lockdown en mars qui sont Ensemble à la maison, Ensemble solidaire, pour contribuer, nous aussi, à créer ces grands moments de connexion et de solidarité entre les Français. Et quand vous appuyez sur le switch, bonjour à toutes et à tous. Tacos revisité façon César. j'ai accordé quand même, pas dire non. On a une jambe ouverte, un point de pied vers l'extérieur. Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a casa Zanoni. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qui était très demandée. Ça fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression que vous êtes avec moi à la maison. Là, je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre. Bah ouais, mais c'est pas l'heure, t'es dans la cuisine, je vais faire à bouffer.
on a invité les artistes, les créateurs de contenu, en fait tout ce qui est producteur de moments de divertissement et de plaisir. Donc il y a eu tout un programme qui a été fait pendant tout le confinement avec des grands artistes comme Chédid, comme Jean-Louis Aubert. Vous aviez des grands chefs qui ont proposé des cours de cuisine, des cours de relaxation, des cours de, en fait tout ce qui est live pour permettre aux gens de pouvoir vivre une expérience presque similaire à celle qu'ils pouvaient vivre dans la vraie vie grâce à nos plateformes et grâce au live. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fortement plébiscité avec énormément d'interactions et qu'on a doublé ensuite d'une action qui s'appelle Ensemble solidaire, qui a été le fait de relayer les initiatives de grandes associations qui mettaient à disposition leurs ressources, leurs talents, leurs infrastructures pour aider le personnel soignant. Donc, c'était beaucoup de live et beaucoup de récolte de dons. Et on a été très fiers de pouvoir contribuer, nous aussi, à faire en sorte que ce confinement soit moins dur pour tous les Français. Alors, les marques se sont aussi adaptées à cette communication. Elles l'ont rapidement fait évoluer. Donc, on parlera bien évidemment de la communication emblématique de Buzzman pour Burger King, qui, pendant le premier confinement, a proposé la recette du Whopper que vous pouviez faire en partenariat avec Carrefour et Uber Eats pour pouvoir récupérer les ingrédients chez vous. Donc, on retrouve là la subtilité, l'humour et l'intégration parfaite de la marque et de sa personnalité dans la problématique du moment à l'instant T. Ils l'ont rejoué récemment, vous avez pu le voir, et de façon toujours aussi subtile, avec cette touche d'humour et de sens, en proposant Burger King qui propose à tous ses fans d'acheter McDo ou autres restaurateurs pour encourager les gens à ne pas laisser tomber la restauration française et de pouvoir commander, se faire livrer à domicile. Donc, c'est aussi une capacité, cette capacité très rapide, agile, de jouer avec ce qui se passe en termes de vécu des Français, mais de le jouer avec de l'humour, du sens et de la vraie valeur et pas fake. Et l'autre aussi marque qu'on a retenu, en fait, il y en a d'autres que Mini qui ont fait ça, mais on trouvait que Mini était particulièrement, le contenu qu'ils ont fait était particulièrement bien produit. C'est la capacité qu'ils ont eue d'utiliser cette explosion du live pour proposer entre le 31 mars et le 4 mai 13 lives qui permettaient à la marque de raconter son histoire, de raconter ce qui se passait derrière la création du logo, son fondateur, les backstage, comment on dessine un véhicule chez Mini, enfin tous ces contenus de marque qu'on n'a pas l'habitude en général de proposer en live. En général, on les laisse placer sur son site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont servis de ces 13 lives pour les remonter très vite en contenu publicitaire pour générer de l'attraction vers ces events Facebook. Donc, c'est des petits contenus qu'on a vu se balader sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook et Instagram, qui a incité les aficionados de Mini à les rejoindre sur ces lives. Ce qui est intéressant, au-delà des 2 millions de personnes qui les ont regardés, c'est surtout qu'il y a eu 3 fois plus d'engagement qu'un post normal de Mini, même en vidéo, parce que c'est l'authenticité et c'est la proximité que permet notamment les lives pour une marque. Alors, toutes ces évolutions ont impacté durablement la consommation de la vidéo digitale. Sur la télé, c'est une très forte augmentation du streaming, une consommation de tous les spectacles vidéo qui ont été retransmis en live, notamment beaucoup sur nos plateformes. On a eu l'Opéra de Paris, on a eu la Comédie Française, on a eu énormément de théâtres qui sont appuyés sur nos plateformes pour pouvoir retransmettre leur spectacle et ne pas disparaître. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a fait il y a 15 jours avec l'Opéra Garnier qui a dévoilé en avant-première une scénographie sur notre plateforme avec un Facebook Live payant. Donc, la capacité de pouvoir en plus rémunérer les créateurs comme l'Opéra de Paris pour les spectacles qui nous permettent de vivre. Et ensuite, si on fait un focus sur les plus jeunes, il y en a plus de 70% des plus jeunes, des millennials, qui déclarent qu'ils utilisent beaucoup plus de vidéos qu'avant le Covid.
Donc, ce sont des shifts structurants. Alors, certes, la télé a connu une augmentation de sa consommation pendant le premier confinement, puisqu'on était tous à la maison, totalement logique, comme le digital. Mais vous voyez que l'écart en temps passé continue à se creuser. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la communication des marques? Eh bien, il faut faire en sorte que la connexion à son audience, la modalité de cette connexion et son contenu doit être pensée comme un pilier fondamental d'une communication d'une marque. Alors, si on prend l'exemple d'Instagram, les marques sont incluses sur Instagram de façon totalement fluide, naturelle, authentique, que ça soit dans vos stories, dans votre feed. D'ailleurs, plus de 90% des personnes sur Instagram suivent une marque. Ce qui révèle bien, en fait, cette intégration totalement naturelle dans une plateforme d'expression. Si j'avais été en présentiel avec vous, ce que j'aurais adoré, j'aurais demandé de lever la main à ceux qui ont acheté une marque, qu'elle soit connue ou une petite marque en lancement, en la découvrant sur un post Instagram. D'ailleurs, et je suis sûre que plus de la moitié de la salle aurait levé la main. D'ailleurs, 2/3 des personnes interrogées déclarent qu'Instagram, pour eux, est une vraie plateforme d'intégration avec les marques. Et cette connexion, elle est très naturelle, notamment, vous le voyez dans les chiffres sur les millennials et la Gen Z, elle est totalement naturelle. Ils sont prêts à rejoindre une communauté de marques. Et 83% des Gen Z acceptent qu'une marque publie dans un groupe créé par un individu. Donc, on parle bien d'imbrication. C'est très nouveau, cette inclusion. Et finalement, en fait, on passe dans cette logique d'intégration que représentent les coupures publicitaires dans un programme, le branded content, où ça s'intègre naturellement. Le branded content, c'est une intégration naturelle d'une marque dans un contenu de médias. On passe de l'intégration à l'inclusion, c'est-à-dire non pas une intégration fermée, mais une co-création, la fameuse co-création dont on parle depuis plus de 15 ans, mais cette inclusion des marques dans des communautés, ou cette inclusion des communautés avec des marques qui partagent les mêmes valeurs, le même engagement, le même sens, la même quête de sens. Donc, on passe de l'intégration d'une communication à l'inclusion de la communication. Et c'est pour moi le shift le plus important dans ce qui vient de se passer pendant cette période assez inédite. Et cette inclusion se fait via les réseaux sociaux et toutes les plateformes digitales. Et elle vous permet notamment de vous connecter avec des cibles que vous ne touchez quasi plus via les médias traditionnels ou presque plus. En revanche, pour que ça fonctionne, cette inclusion, si on parle d'inclusion, il faut qu'il y ait un but commun, il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait quelque chose qui rejoigne bien au-delà de l'utilisation d'un produit et d'un service. D'ailleurs, 1 personne sur 2 déclare dans le monde que ses valeurs ont changé depuis la pandémie. Ça a fait ressurgir des valeurs de solidarité et surtout une urgence du changement sociétal qui dépasse maintenant l'urgence climatique. Et que 80%, c'est beaucoup, 80%, c'est-à-dire considérez que c'est tous vos consommateurs, déclarent qu'il est important pour les marques d'adopter un comportement responsable. Et si on pense à la génération la plus jeune, celle qui doit vous amener à modifier et à vous apprendre à modifier votre communication, eux, c'est quasi 100%. Donc, au-delà de son engagement société et responsable, les marques sont attendues sur la nature de la relation et sur le ton qu'elles adoptent auprès de leur audience. On attend ces marques de l'authenticité, on attend de ces marques de la transparence, on attend de ces marques, et de nous aussi en tant que marque, de l'engagement. On n'est plus à l'ère de la communication responsable alibi, de greenwashing et autres implications des marques auprès de communautés. Ça ne doit plus rester au niveau de la communication, c'est des actions qu'il vous faut communiquer. On n'est plus dans l'engagement RSE qui est relégué au rapport annuel. Nous sommes dans l'action attendue et visible des marques qui deviennent aujourd'hui, comme l'a été finalement l'État après la Seconde Guerre mondiale, qui a été notre État-providence. On est maintenant dans une attente de marques-providence qui, elles aussi, ont un rôle à jouer dans la contribution positive à l'évolution d'une société. Donc, communiquez auprès de votre audience vos engagements et vos actions concrètes. Elle vous suivra et s'impliquera d'autant plus. C'est ça la vraie connexion.
Et finalement, ce qui est important, c'est votre capital de marque. C'est votre capital de marque, c'est l'élément le plus constitutif de votre résistance à une crise, quelle qu'elle soit. On le vit aujourd'hui, quelle que soit la crise qui vous atteint, ce que vous êtes, le sens que vous apportez, ce qui originellement vous a fait vous créer et rouvrir la malle de la création de votre marque, vous verrez qu'il n'y a pas une marque qui s'est créée uniquement pour vendre un produit. Ça n'existe pas. Elles ont toutes, vous avez toutes, une mission et un élément fondateur qu'il vous faut, si ce n'a pas été encore fait, faire résurgir pour entraîner avec vous votre cible et devenir justement ces marques connectées. Alors, je vais maintenant laisser la parole. Donc, on retient intégration, inclusion, communication qui déporte vers de sens, communication qui est basée sur l'action et sur une action qui rassemble, fédère, inclut vos communautés autour de vous. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Farah Melin, qui est Product Manager pour Facebook Europe du Sud et qui va vous permettre de découvrir nos produits et services qui peuvent vous aider justement à devenir cette marque connectée. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir, et là, j'en suis très fière personnellement pour ceux qui me connaissent. Vous connaissez mon engagement auprès des femmes, donc je suis très, très fière que l'on puisse accueillir un panel 100% féminin de top exec qui ont justement exercé ce shift vers une communication de marque engagée, authentique et connectée. Ce sont que des nanas super courageuses et je vous laisse avec Farah qui en est pas moins courageuse. À très vite. Merci beaucoup Florence. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Donc comme présenté plus tôt, je suis Farah Melin. Je fais partie de l'équipe produit dans les marchés, c'est-à-dire en France, en Europe du Sud, par opposition aux équipes ingénieurs, par exemple à Menlo Park. Donc ça veut dire que mon rôle est de contribuer à la priorisation des bons produits au bon moment par rapport à vos enjeux locaux. Et en compagnie des équipes de Florence aussi, d'être là dans ce genre d'événements pour m'imprégner de vos retours et aussi faire en sorte qu'on puisse faire des choses plus ad hoc sur nos marchés. Donc, dans la continuité directe de ce que vous a présenté Florence sur l'importance de construire une présence de marque, il y a différents outils et notamment dans ce contexte sur le digital. Je vais m'efforcer maintenant de vous parler de nos produits plus spécifiquement vidéo et de voir comment ils peuvent répondre à cet enjeu de construire ou de pérenniser son capital de marque sur le digital. Donc, peut-être que vous connaissez déjà ces produits, peut-être que vous les avez déjà testés sur différents objectifs de campagne et pas forcément que du branding, mais aussi de la performance. Mais ma présentation aujourd'hui va vraiment s'efforcer de parler que de branding et on va décliner en fait les différents objectifs possibles à avoir dans une campagne de branding et y placer des produits qui correspondent chez nous. Et on s'attardera un petit peu plus sur l'objectif de storytelling via le produit InStream, qui est un produit sur lequel on a itéré plus récemment et plus fortement et qui m'enthousiasme assez personnellement. Donc, j'espère pouvoir aussi vous transmettre cet enthousiasme. Donc, quand on prend l'écosystème produit Facebook publicitaire, que ce soit vidéo ou non, il y a deux leviers importants à avoir en tête. Donc, le premier, c'est le reach ou la portée at scale. Donc, cette notion de couverture et de volume et de pression que vous pouvez travailler de façon assez confortable sur nos réseaux. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, aussi la précision sur cible ou l'affinité qui vous est permise par notre tech de façon assez naturelle par l'implémentation ou le choix de custom audience, par exemple, comme vous le faites, mais aussi de façon encore plus naturelle par le concept de résilience dont on vous a peut-être déjà parlé, ou en tout cas, on a déjà parlé ensemble dans des conversations Facebook, qui permet en fait au machine learning, via notre tech, de vous proposer la bonne personne au bon moment et dans le bon contexte. Donc, on a vraiment ces deux volets-là, à la fois la couverture, à la fois la précision sur cible, et qui permettent particulièrement à la vidéo aussi de répondre à ces objectifs de branding de façon précise et dans la dentelle. Quand aujourd'hui, on a cette volonté de mener une campagne vidéo sur Facebook
pour construire un message branding, on peut quand même avoir une multiplicité de messages dépendant de la marque, dépendant du moment, dépendant même du cycle de vie de son produit. Et vous allez voir qu'on va prendre ce fameux cycle de vie de produit par rapport à ces 3 objectifs-là, puisque sur un même produit, vous pourriez avoir 3 objectifs de campagne différents et 3 différents produits vidéo à activer chez nous pour construire la marque. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, vous pouvez avoir un objectif de notoriété. Vous avez besoin d'un message qui soit nomade, rapide, qui circule assez facilement et en masse, avec un fort volume et une forte répétition. Vous pouvez également avoir un objectif d'engagement. Donc là, on s'inscrit plutôt dans une prise de parole interactive qui rentre complètement dans le besoin aussi souligné par Florence plutôt de prise de parole connectée aussi pour les marques. Et enfin, on peut aussi avoir besoin d'une expérience de lecture qui soit plus immersive, un vrai storytelling, une histoire à raconter sur son produit. Et donc, celui-ci, ce sera plutôt l'InStream. Quand on prend le premier objectif de façon rapide, si on prend le catalogue de nos produits, les formats courts et engageants que vous avez peut-être déjà vus chez nous, ce sont des formats qui sont adaptés au mode de scroll, donc de lecture sur un téléphone notamment, rapide. Il y a notamment la vidéo in-feed, mais il y a également les publicités via les stories, qui sont 2 formats qui sont extrêmement présentés par nos communautés et qui sont des formats publicitaires sur lesquels vous pouvez aujourd'hui donc investir. Il y a également un format dont on a voulu vous parler aujourd'hui qui est pour l'instant uniquement organique, mais on sent qu'il y a un fort attrait de votre part dessus et c'est un produit qu'on aime beaucoup. C'est Reels, c'est un format qui est court, c'est un format qui est justement nomade et qui circule et qui a une forte traction déjà parmi nos communautés. Donc aujourd'hui, pas de monétisation possible sur Reels et c'est intéressant pour vous de l'avoir en tête pour construire même ce capital de marque et cette prise de parole de façon organique et de également préparer la suite en vue d'une éventuelle monétisation ensuite. Deuxième objectif, c'est celui de l'engagement. Si je reprends la métaphore du cycle de vie du produit, quand par exemple, on sort un produit en magasin, on a peut-être envie, juste après la période de notoriété et de fort lancement de ce produit-là, on a peut-être envie de mesurer l'attraction ou l'appétence que ce produit peut avoir et potentiellement aussi, pas corriger, mais en tout cas influer sur sa stratégie marketing qui va arriver. Et pour ce faire, au-delà du besoin et de l'insight consommateur qui est de dire j'ai besoin d'interagir avec la marque, on peut également utiliser des formats publicitaires à l'instar de stickers de sondage sur Instagram ou son pendant sur Facebook, ou encore le format Playable Ads qui est plus interactif mais peut-être plus spécifique à la catégorie d'annonceurs gaming de façon générale. On peut utiliser ces formats-là pour mesurer un petit peu de façon qualitative les retours de sa communauté sur son produit, mesuré par la qualité des interactions, le taux d'engagement, ce qui en fait aussi un atout considérable dans une perspective branding. Et enfin, celui sur lequel on va s'attarder un peu plus aujourd'hui, c'est l'objectif de storytelling, avec la promesse, cette proposition de visionnage plus immersif, puisque quand on prend le format in-stream, qui est quand même le format clé de voûte quand on parle de storytelling chez Facebook, quand on parle de format in-stream, c'est un format qui est donc à l'intérieur d'un contenu, donc dans une expérience de lecture qui se veut fluide et qui se veut complètement immersive sur nos plateformes. L'in-stream, évidemment, aujourd'hui, quand on y pense, on pense beaucoup à Watch, puisque c'est l'écran principal sur lequel on va retrouver la majorité de nos vidéos publishers. Mais vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas, c'est des conversations qu'on a déjà, que la plateforme IGTV, de façon organique, répondait également à cette promesse-là sur Instagram, et qu'aujourd'hui, nous sommes en test de publicité, de monétisation en bêta, avec certains d'entre vous, et que ce volet-là aussi offre pas mal de promesses. Donc, si on en revient à l'in-stream, évidemment, Watch est le pendant de l'in-stream, mais ce n'est pas que son pendant unique. C'est un format qu'on peut retrouver dans Watch au même titre que dans le newsfeed ou en recommandation de fin de lecture. On ne peut pas vous proposer uniquement l'in-stream dans le Watch. Ça fait écho à cette notion de résilience dont j'ai pu vous toucher un mot tout à l'heure. On a aussi envie que ce format in-stream il puisse toucher la bonne personne au bon moment, quel que soit le placement
sur lequel vous avez décidé, en tout cas la campagne va se passer. Après, on est également conscient du besoin de certaines marques de mieux contrôler cette diffusion-là. Donc, on peut évidemment utiliser des outils pour choisir un placement particulier et rester dans Watch sur l'InStream. Mais l'InStream, c'est un format qui est partout sur nos plateformes aujourd'hui. Évidemment, pour faire le lien avec Watch, ce qui est intéressant de regarder, c'est que Watch est aujourd'hui donc cet écran le plus important pour l'InStream. C'est aussi une plateforme qui, organiquement, pour nous, a une très, très forte traction. C'est une traction qui est en évolution encore. Ici, on a un graphique qui vous montre les chiffres globaux et qui atteignent, donc en septembre dernier, du fait de ce contexte-là, effectivement, plus d'1 milliard de personnes. Ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi le temps passé. Il y a un vrai engagement avec les contenus qu'on propose sur Watch, peut-être plus que la moyenne sur nos plateformes, et qui montre aussi de l'appétence de nos utilisateurs et de leur volonté d'être dans une consommation, dans une expérience de lecture qui soit plus immersive, plus longue finalement que dans un feed. Non seulement c'est une croissance qui existe de façon internationale, mais c'est aussi un insight que l'on voit au niveau franco-français. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, c'est évidemment une croissance que l'on tire aussi de partenariats avec des éditeurs de qualité qui produisent du contenu sur nos plateformes, avec lesquels nous sommes en partenariat, en tout cas avec lesquels nous travaillons. Comment est-ce qu'on travaille justement avec ces éditeurs? Chez nous, il y a une équipe qui est dédiée à ces discussions-là. Watch, pour ces éditeurs, c'est la possibilité vraiment d'avoir cet écrin pour partager leur contenu de façon plus engagée avec les utilisateurs. Certains insights qu'on a pu voir après avoir questionné nos communautés, c'est que on sait que les utilisateurs sont attachés à des marques médias fortes, on sait qu'ils ont besoin d'engagement. Dans l'écran Watch, 94% de ceux qui regardent les vidéos de ces éditeurs déclarent ensuite les partager. Parce qu'il y a cette vraie traction et ce vrai engagement entre le contenu et la plateforme qui est évidemment mue par les éditeurs. Donc, de façon générale aussi, vous voyez les chiffres 90, 80%, on a vraiment d'excellents résultats de façon générale sur la traction qu'engendre la plateforme pour faire une pause dans sa vie quotidienne, pour découvrir de nouveaux contenus. Ça relie aussi les utilisateurs avec les producteurs de contenu, le tout dans un environnement qui est contrôlé et maîtrisé. On y reviendra juste dans les derniers moments, mais nous appliquons évidemment des critères de sélection pour les contenus monétisés qui sont non discutables et qui nous permettent d'avancer dans un univers contrôlé. L'InStream, c'est donc le format phare de Watch, même si ce n'est pas que le pendant unique de Watch. Il est disponible en pré-roll, mid-roll, post-roll pour tout ce qui est aspect technique, recommandations créatives. C'est évidemment des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Alors, pas aujourd'hui, puisque tout est aussi à réfléchir ad hoc. Mais globalement, voici sur le slide les principaux éléments à avoir en tête. C'est un format long, c'est un format qu'on visionne avec le son. Et ce dernier point est particulièrement important puisqu'il répond à un insight qu'on a cherché dans nos études. Quand on prend l'InStream, il y a plus de 70% des publicités longues, donc long format au-dessus de 15 secondes, qui sont vues justement avec le son, qui dénotent quelque part de l'engagement et de cette traction dont on parlait plus tôt sur je suis dans une expérience de lecture où je suis avec le son, j'ai une publicité, c'est dans mon contrat de lecture, donc je suis engagée et active dessus. Deuxième point intéressant, c'est le point de la complétion. C'est celui qui dit, dans cet écran aussi, où je suis dans un contrat de lecture plus immersif, j'ai la volonté de visionner la publicité au même titre que l'ensemble de mon contenu. Donc, voilà, ces deux insights-là et l'ensemble du format qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, quand on veut construire une présence de marque en storytelling sur un long format et de façon immersive, il y a cette possibilité qui est avérée via l'InStream.
Donc, enfin, et avant de laisser la parole à Ségolène, un mot sur justement l'écran et la brand safety qui est liée non seulement à Watch, mais à l'ensemble de nos plateformes sur le format in-stream. L'environnement sur lequel on peut diffuser de l'in-stream est sûr. D'une part parce que, et c'est pas le point du jour, mais on a un certain nombre de règles et de standards de la communauté qui sont de façon assez drastique, avec plus de 35 000 personnes dans les équipes Facebook, assurées tous les jours sur la qualité du contenu, qu'est-ce qui peut être en ligne, de qu'est-ce qui ne l'est pas, et ce, de façon indépendante de la publicité. Les critères de monétisation concernant nos éditeurs partenaires qui aussi obéissent à un certain nombre de règles avec des vérifications à la fois humaines et d'intelligence artificielle qui nous permettent de verrouiller ou d'extraire un contenu qui ne serait pas adapté à de la monétisation. Et enfin, et là, c'est des outils qu'on met directement dans vos mains, c'est comment, en tant qu'annonceur, je peux faire en sorte de choisir mon placement, de filtrer les éditeurs avec lesquels je veux travailler, d'exclure potentiellement des sujets parce que je ne veux pas être associé à un contexte sur un produit particulier. On a aussi ces outils qui vous permettent de verrouiller, en tout cas mieux contrôler votre prise de parole, branding, sur l'in-stream. Voilà pour moi. Et Ségolène, je te laisse la parole. Que les plateformes Facebook peuvent avoir sur les marques et sur les ventes. Donc là, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu, il y a une accélération forte du digital qui est une réalité structurelle, comme disait Florence. Et puis, voilà, les plateformes Facebook offrent une large panoplie de solutions de vidéo personnalisées pour construire la marque. Un élément qui est clé auquel vous voulez sûrement une réponse, c'est que quelle est l'efficacité qu'il y a derrière, et tout ça dans un état d'esprit de complémentarité avec les autres canaux que vous pouvez déployer. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager, un petit peu vous détailler comment les plateformes Facebook permettent de construire des marques à la fois puissantes et rentables dans des stratégies plurimédias. Le premier enjeu qui est important, c'est de construire une marque puissante. Ça veut dire une marque qui va aller toucher le plus grand nombre. Alors, Farah l'a rappelé tout à l'heure, il y a plus de 39 millions de personnes actives par mois en France sur les plateformes. Donc, les plateformes Facebook sont des médias de masse qui vont avoir des capacités de couverture qui sont fortes. Là-dessus, Médiamétrie Net Ratings a pu mesurer plusieurs dizaines de campagnes où il y avait à la fois de la télévision et à la fois des campagnes multiformats sur Facebook et Instagram. Et ils ont analysé la capacité de couverture des deux médias de masse. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en moyenne, Facebook est capable d'aller toucher 25% de l'audience cible. Alors, ça reste une moyenne, donc bien sûr, ça couvre différentes stratégies des différents annonceurs. Mais au-delà de ces moyennes, il y a un certain nombre de campagnes qui sont capables de couvrir des couvertures qui sont 60-70% de l'audience cible. Et l'autre information qui est intéressante dans cette étude, c'est aussi la capacité des plateformes Facebook à aller toucher des gens qui ne vont pas être touchés par la télévision. Donc ici, ça représente 7,8% de l'audience, des audiences en moyenne, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que Médiamétrie Net Ratings a été capable d'isoler ses capacités de couverture incrémentales selon les tranches d'âge. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur les plus jeunes générations, les plateformes Facebook sont capables d'apporter des niveaux d'incrément qui sont très élevés. Donc, ça veut dire ici, par exemple, qu'en moyenne, sur les 18-24, Facebook va être capable d'aller toucher 35,9% de l'audience qui ne va pas être touchée par la télévision. D'accord? Donc, c'est vraiment de l'audience incrémentale qu'on va pouvoir apporter. On est à des niveaux de 16,7 points pour les 25-34 ans et de 9,2 points pour les 35-44 ans. Donc, vous voyez cette force de pouvoir, on va dire, apporter de la couverture. Donc,
très clairement, voilà, vous voyez que toutes les solutions vidéo qu'on vous a présentées sont déployables sur des plateformes qui ont des capacités de reach, de couverture puissantes et qui vont pouvoir vous aider à assurer la puissance de la marque. Alors, l'autre question qui se pose au-delà de la puissance, c'est bien sûr la rentabilité, parce que c'est une chose d'aller investir dans les médias et l'enjeu derrière, c'est d'être rentable. Et là-dessus, on a une étude de Nielsen qui a analysé plus de 50 marques de la grande consommation en France et qui a pu sortir un certain nombre d'éléments intéressants. Le premier élément qui est intéressant à observer, c'est que globalement, la rentabilité des campagnes de vos marques a augmenté. Elle a augmenté de 15%. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ces 15%, notamment à travers les différentes stratégies médias utilisées, on voit que le digital a une rentabilité qui augmente fortement, avec plus de 40%, une augmentation de 40%, et une augmentation particulièrement forte de 80% pour les plateformes Facebook et Instagram. Donc, j'ai envie de dire très clairement, on voit que les marques ont déjà su tirer profit de cette digitalisation et donc c'est une bonne nouvelle. La question qui se pose souvent, c'est que au-delà de ce constat, est-ce que on est peut-être arrivé à un maximum de rentabilité des leviers digitaux? Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Est-ce que ça vaut la peine, en voyant ces croissances, de encore investir dans les médias digitaux? Eh bien, c'est une question à laquelle Nielsen a aussi pu répondre à travers cette étude. Ils ont regardé les niveaux de saturation des principaux médias. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté en regardant ces niveaux de saturation? Ils ont constaté que, par exemple, des médias comme la télévision et la vidéo en ligne, donc OLV ici, ont atteint des niveaux qui sont plutôt optimales aujourd'hui. Pour Facebook, Instagram et puis aussi les solutions de search, on constate qu'il n'y a pas de saturation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de saturation. Ça veut dire que quand on augmente les niveaux d'investissement sur ces médias-là, on ne va pas dégrader la rentabilité. Donc, ces plateformes-là, Facebook, Instagram, sont des plateformes à potentiel. Et on a quand même, fort de ce constat, regardé un petit peu sur les marques, Nielsen, a regardé sur les marques qui ont été étudiées, comment le niveau de pression des Facebook et Instagram à travers les campagnes des marques pouvait ou pas permettre de distinguer des différences dans les niveaux de rentabilité. Et c'est le cas quand on distingue les marques qui ont eu une présence plutôt faible sur les plateformes Facebook, c'est-à-dire présentes moins de 20 semaines par an, par rapport à des marques présentes de façon plus forte, avec une présence qui est au-delà de 20 semaines par an, on constate qu'il y a une différence de rentabilité qui est de 35%. Donc, ça veut dire que assurer une présence publicitaire forte permet clairement de gagner en efficacité. Donc, on va dire dans un environnement où le digital est devenu très très important, très clairement exploiter notamment les solutions de vidéo des plateformes Facebook pour construire des marques à la fois puissantes et rentables, c'est possible et ça a du potentiel. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Je laisse maintenant la parole aux annonceurs et donc Vanina, je vous donne la parole. Merci à tous. D'accord, donc vous m'entendez, donc je pense qu'il nous manque Vanina qui était censée animer ce webinaire et comme malheureusement tout ça a pris du retard, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. Peut-être du coup je vais m'auto-animer, vous me direz si c'est suffisamment dynamique pour vous. Du coup, l'objectif, c'est de vous parler de Nickel, qui est très différente effectivement des autres marques présentes, et ça me faisait plaisir de pouvoir échanger avec les autres personnes, les autres CMO de ces marques emblématiques. Mais Nickel, donc c'est une entreprise, on est la première néobanque en France, et on est en train de construire une marque puisque l'entreprise a seulement 5 ans.
Donc, on est à la fois très fiers puisqu'on fait face à des croissances et à un développement très fort, et à la fois au tout début de l'histoire. Et donc, on est en train vraiment de lancer quelque chose d'assez unique dans son genre. Et dans ce quelque chose, la marque a un rôle central. Donc, en un mot peut-être, Nickel, on est un compte courant qu'on propose à tout le monde de la même manière, qui associe un volet tech très fort, et aussi un volet avec un réseau de distribution physique près des gens. Donc, on est à la fois une start-up, une fintech à la croissance exponentielle, et en même temps une entreprise très ancrée puisqu'on est distribué chez les buralistes aujourd'hui en France. Et donc, on a une stratégie produit très omnicanal, puisqu'à la fois on est très digital, en physique chez les buralistes. Toute notre solution bancaire est accessible par SMS, et puis on a aussi des plateformes téléphoniques. Donc, dans ce mix probable, je trouve ça assez intéressant de se poser la question de la marque. Et donc, pour une entreprise qui a une proposition de valeur en rupture énormément avec son secteur, construire une marque qui avait très impactante, avec un ton détonnant et des codes uniques, était assez fondamentaux pour nous dès le départ. Et en même temps, quand on est une entreprise jeune, on n'a pas des moyens illimités, donc il fallait un esprit héroïste autour de notre démarche qui se mette en place. Voilà, donc on a construit d'abord, on a commencé à investir uniquement sur le digital. C'est le cas de beaucoup de startups généralement, puisque c'est des leviers de performance qui sont facilement mesurables. Et donc pendant les 5 premières années de l'existence de Nickel, on a plutôt été sur des leviers publicitaires très orientés performance et moins autour de la notoriété de la marque. Et c'est seulement cette année qu'on a fait des investissements en marque, conscient de la nécessité de venir construire quelque chose de beaucoup plus solide pour accélérer notre développement. Et on a pu, du coup, on s'est mis à investir sur des médias, pour faire la marque sur des médias offline, donc la télé, l'affichage, couplé avec des médias online pour faire du branding, principalement en vidéo et donc sur Facebook. Voilà, c'est important que vous ayez ça en tête, puisque l'histoire de notre entreprise, la croissance est au départ faite principalement sur le bouche à oreille. C'est 60% de nos nouveaux clients qui viennent par le bouche à oreille. Et pourquoi? Parce que comme on est distribué chez les buralistes, c'est chez les buralistes que l'étincelle du bouche à oreille démarre, puisqu'il y a plus de 10 millions de Français qui passent tous les jours chez les buralistes. Merci beaucoup Marie pour cette introduction sur Nickel. Alors je crois que l'équipe de stratégie, et notamment Vanina, qui devait animer cette table ronde, n'arrive toujours pas à se connecter. Donc je me permets de reprendre la main sur l'animation de cette table ronde le temps qu'elle revienne. Donc bonjour à tous, je suis Alexandra de l'équipe marketing de Facebook. Et donc merci à toi Marie de nous avoir présenté le territoire de marque de Nickel. C'est vrai que c'est un territoire de marque assez particulier, et qui, vous allez le voir, est très différent du territoire des autres annonceurs que nous avons invités aujourd'hui, puisque je suis en compagnie de Clémentine Antune de chez Hyundai et de Élise Ducré de L'Oréal. Et l'objectif de cette table ronde est vraiment de mettre en perspective ce que ça veut dire aujourd'hui de créer une marque forte, et comment ces territoires de marque s'expriment et se raccrochent aux valeurs de ces dernières. Donc Clémentine, vous aussi chez Hyundai, vous avez un territoire très particulier, vous définissez d'ailleurs comme marque Challenger. Pourrais-tu également revenir peut-être sur l'histoire de cette marque, ou alors même des challenges auxquels vous avez été confrontés ces derniers mois, et particulièrement liés à l'accélération digitale qui s'est déployée à la suite du Covid? Je vais reprendre d'abord les propos de Florence qui étaient extrêmement enrichissants et mesurés, et ça fait plaisir à voir, parce qu'effectivement on a bien noté pendant le confinement de grands changements dans le comportement des Français. Et donc on a souhaité avec cette période un peu de rupture dans nos habitudes, nous aussi avoir une rupture dans nos services et dans notre façon d'entrer en relation ou de maintenir la relation avec nos clients. Alors la marque Hyundai, c'est une marque qui est assez récente sur le marché des constructeurs automobiles. Ça fait un peu plus de 25 ans qu'elle est arrivée en France. Et c'est une marque qui, au départ, était reconnue comme étant une marque asiatique, spécialiste dans ses SUV. Et donc, l'arrivée du gros Santa Fe diesel d'il y a quelques décennies maintenant avait fait la renommée de cette marque-là. Aujourd'hui, c'est une marque qui se révolutionne totalement, avec de nombreux nouveaux modèles qui nous permet d'être un vrai constructeur généraliste, capable de challenger les constructeurs automobiles domestiques comme les autres constructeurs automobiles européens. Et c'est une marque
qui n'a plus maintenant cette image low cost, rapport qualité-prix, du fait de ces nouveaux modèles. Et j'en reparlerai un peu après. Ce qu'on voit, c'est que avec cette accélération du digital, on a vu aussi l'arrivée d'une accélération de l'éco-responsabilité dans la tête des Français qui souhaitent consommer un peu différemment maintenant, consommer avec une conscience un peu plus écologique ou économique. Et ça a imposé aussi un changement profond dans notre communication des modèles, et notamment d'accroître notre recherche et développement sur tous les véhicules électrifiés et nous placer comme étant un leader du marché. Aujourd'hui, Hyundai Motor France, c'est la marque en France qui a la plus large gamme de véhicules multi-électrifiés sur le marché. Ça veut dire que chez Hyundai, on peut vous proposer un véhicule hybride, électrique, hybride rechargeable et même hydrogène. Et ça, c'était une communication qu'on n'avait pas réellement entamée ces derniers temps et qu'on a accélérée puisqu'elle est arrivée à un moment donné où là aussi les Français ont changé leur façon de consommer et ont souhaité avoir du coup plus de véhicules avec une motorisation alternative. D'un point de vue serviciel, là aussi il a fallu que nous on innove. Alors on s'attendait pas vraiment à ce que la sortie du premier confinement il y ait une telle ruée dans les concessions automobiles parce que les gens avaient fait mûrir leur projet de véhicules neufs ou d'occasion. Et puis, il y avait aussi une vraie volonté de renouer avec sa liberté, son indépendance, chose dont on avait été privé pendant 2 mois. Et donc, on a eu une affluence record dans les points de vente mi-mai, tout début sortie du confinement, avec des prises de commandes records là également. Mais on a aussi mis en place, entre les 2 confinements finalement, des nouveaux services digitaux qui arrivent pour apporter du coup une nouvelle relation au client. Lorsque on pense digital chez un constructeur automobile, on imagine tout de suite vente en ligne. Mais là, c'était pas le point. Avant cela, on voulait d'abord apporter de la mobilité aux gens et une nouvelle relation dans la vente ou dans le maintien de la relation commerciale ou après-vente. On a mis en place du coup 3 nouveaux services. Le premier qui est la capacité de se faire livrer son véhicule neuf à domicile. Donc sans se déplacer, vous pouvez recevoir le véhicule que vous avez commandé quelques semaines au préalable. Donc ça, c'est une vraie nouveauté aussi. On a mis en place le même type de service pour l'entretien. Donc votre véhicule doit être entretenu au garage. On sait à quel point ça peut pas être forcément une partie de plaisir. Eh bien, vous pouvez, sans vous déplacer, faire venir quelqu'un qui va lui-même entretenir le véhicule dans la concession et vous le rapporter après. Et le troisième service qu'on a mis en ligne également, c'est de pouvoir faire estimer et avoir une offre de rachat ferme de son véhicule aujourd'hui possédé avant d'acheter un véhicule neuf. Son véhicule, du coup, il a une valeur. On prend quelques photos, on donne des informations sur l'état du véhicule et en ligne, Hyundai vous offre vous propose une offre de rachat ferme, ce qui vous évite du coup de rentrer en discussion commerciale avec un vendeur avant de vous proposer un véhicule neuf. Donc ça, c'est l'accélération dans notre façon de communiquer avec nos prospects et nos clients qu'on a mis en place assez rapidement du fait de l'arrivée du Covid qui a changé l'usage et le comportement des Français sur l'automobile. Merci beaucoup Clémentine. Ouais. Je vois qu'il y a Vanina qui est revenue. Encore une fois, on s'excuse pour cette petite technique. Vanina, je te propose du coup de prendre tout à fait les joies du direct. Je te propose du coup de reprendre la main, notamment avec Élise. Il me semble que tu avais une question que tu avais préparée pour elle, concernant du coup toutes ces évolutions de consommation média. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je souhaitais savoir, Élise, c'était par rapport à tous les chiffres qui avaient été donnés en première partie. Vous pilotez la vie digitale de 56 marques au quotidien. Donc, j'aurais voulu avoir le point de vue annonceur sur cette accélération digitale qui a été décrite et surtout comment une entreprise telle que la vôtre, aussi importante, aussi massive, a pu se réadapter en termes de posture dans des délais qu'on connaît, les délais de la crise et de réponse qu'on a connus dès le 13 mars dernier. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Parfaitement. Parfaitement. Bon, je suis ravie d'être parmi vous avec beaucoup de retard, vraiment, désolée, gros problème de connexion. Alors, en fait, effectivement, on est un grand groupe, mais finalement, on a une agilité
interne qui nous a permis de tout de suite nous adapter à la situation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces tendances digitales qui ont émergé pendant la crise du début d'année, en fait, on les avait déjà identifiées depuis longtemps. Et du coup, on a vu effectivement un flux massif de consommateurs sur les réseaux sociaux, de conversations, de coaching, de live, etc. Mais au final, c'était des choses qu'on avait déjà commencé à développer avec l'ensemble de nos marques. Donc, en fait, ça a été plutôt… cette crise a été un catalyseur de ces tendances. C'est devenu des habitudes, au final, pour les consommateurs. Et nous, on s'est adapté immédiatement. On s'est tous concentrés justement sur les points de contact qui étaient 100% digitaux, sur les attentes consommateurs, sur leurs demandes, effectivement, en matière d'information et en matière de réassurance dans l'utilisation des produits. C'est comme ça qu'on a produit plus de 2 millions de gels hydroalcooliques qui ont été envoyés justement aux hôpitaux, aux EHPAD, mais également à nos partenaires, nos grands retailers, pour justement leur permettre de continuer d'acheter des produits, enfin de permettre aux consommateurs d'acheter des produits. Donc, je pense que c'est une des forces de ce groupe, c'est de mobiliser tout le monde dans un objectif commun. Et en l'occurrence, cet objectif-là, c'était de répondre à toutes les demandes de nos consommateurs sur tous les touchpoints qu'on avait qui nous demandaient, et puis aussi de mettre en place des consultations en live. Je pense que ça, on a certainement au départ testé des choses avant d'arriver à une situation et en tout cas un rendu à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, ça a été un mode un peu MVP, c'est-à-dire qu'on est allé étape par étape. Mais en fait, le live est devenu un élément considérable pour nous et une demande vraiment très, très forte de nos consommateurs. Donc, on organisait des lives tous les jours à 17h pour certaines marques, justement, puisque c'était, on a vu l'attente, et parce que les consommateurs attendaient des marques aussi, du coup, qu'on soit disponible pour eux. Il y a un lien qui s'est tissé vraiment très, très fort pendant ce confinement. On a aussi adapté nos communications. Je pense que c'était aussi très nouveau pour nous parce qu'on fait beaucoup de communication très produit. Et là, en effet, c'était pas du tout opportun de présenter le dernier mascara, surtout que quand on était à la maison, on n'avait pas spécialement envie d'aller mettre du mascara. Donc, on a fait évoluer aussi nos communications. On a créé une campagne de coloration pour cheveux à domicile avec des vrais consommateurs parce qu'effectivement, tous à la maison pendant 2 mois, on n'avait plus de coiffeurs disponibles. Donc, il fallait bien expliquer à nos consommateurs comment utiliser nos produits. Et puis, je pense que tout le monde a dû voir ce qu'a fait aussi Eva Longoria, qui s'est clairement mise en scène pour justement montrer comment utiliser ces produits. Donc, voilà. Donc, cette situation a été une opportunité et nous a permis d'être vraiment agile. Alors, donc nous avons perdu Élise, que nous allons peut-être retrouver. C'est dommage parce que j'avais beaucoup de questions à lui poser sur… il faut quand même savoir que chez L'Oréal, pendant la crise, lors de la préparation, Élise m'avait raconté que même les fonctions marketing, en fait, faisaient du live pour être en posture de réponse permanente auprès de leurs consommateurs. Je reviens du coup avec ma dernière intervenante, Clémentine, pour tout ce qui est effectivement stratégie de communication. Je crois que Marie de Nickel avait souhaité intervenir en premier et a dû peut-être, pendant que j'étais coupée, évoquer l'intérêt aujourd'hui d'un mix et d'une combinatoire télé-digital. Est-ce qu'on peut revenir sur ce mix-là qui semble être le nouveau mix gagnant du nouveau branding, en tout cas? Et j'irai même plus loin. En fait, pour moi, ça va encore plus loin parce que au-delà du mix télé et digital, chez Hyundai, maintenant, on a un mix média qui est télé, digital et social. Parce qu'on a tellement gagné en maturité sur maintenant, on va dire, tous les aspects du digital, qu'on se rend compte que les réseaux sociaux sont devenus un média de masse. Ça a été dit au préalable ce matin. Et donc, ça fait partie maintenant c'est vraiment une partie prenante de notre investissement média, au-delà des médias plus traditionnels que vont être le off et le on,
connues traditionnellement en agence. Oui, il y a un vrai intérêt, de toute façon, à coupler la télé avec le digital ou avec le social, puisqu'on se rend compte, et on l'a vu aussi ce matin, qu'il y a du reach incrémental. On peut vraiment toucher une population vraiment différente à travers le social qu'on n'aurait pas forcément touché au travers d'une campagne télé un dimanche soir avant le film de 21h. Et là, Médiamétrie aussi l'a mesuré pour nous lors d'une campagne qu'on a menée avec Facebook et qui a montré vraiment, donc là c'est vraiment chiffré, une augmentation de plus de 5 points d'incrémental sur le reach télé et que ça a également montré que 41% des personnes touchées sur la publicité Facebook n'avaient pas du tout vu notre publicité en télévision. Donc, l'intérêt d'avoir un mix aujourd'hui TV, digital, social, il est pour nous fort, puisque finalement, d'aller chercher ces petits consommateurs télé, de toute façon, nous aurait coûté une fortune. Et le social nous permet, pour ces 41% de personnes, nous permet justement de les toucher différemment et de les toucher sur leurs médias, sur leurs médias consommés du moment. Je crois, Élise, que c'est. Alors, vous êtes revenue. On est en train de parler de la combinatoire gagnante, en fait, aujourd'hui, sur le branding en termes de social télé. Je crois que c'est un peu la nouvelle manière de procéder. En tout cas, c'est celle que vous adoptez. Vous mixez le digital et la télé déjà depuis 5 ans pour faire du branding. Oui, tout à fait. On le fait dans toutes les campagnes search. Vous savez qu'on est un gros annonceur télé historique, mais on a quand même pris le virage digital il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai que cette complémentarité TV search, comme disait Clémentine, enfin TV digital, elle est nécessaire. On peut plus travailler nos stratégies de communication en silo. Effectivement, il y a une fragmentation des médias qui est existante, mais tous les consommateurs sont connectés à plein de supports. Donc, c'est à nous de rassembler et de travailler une combinaison et une convergence globale. Donc, on l'a fait effectivement aussi. On a fait des tests, fait beaucoup de tests pour justement évaluer l'impact et le reach incrémental sur les réseaux sociaux par rapport à la télé. On l'a fait notamment avec une campagne pour le lancement de Lancôme pour la fête des mères, et on a vu que grâce à une campagne d'awareness sur Facebook, on pouvait aller chercher 19 points de reach incrémental. Donc, c'est quand même colossal. On n'est pas en train de se parler de 1 ou 2 points. On est quand même en train de se parler de 19 points avec un impact derrière x2 en termes de vente. Donc, en fait, on peut mettre en place aujourd'hui des campagnes d'awareness très fortes avec un reach très fort à la fois sur la télé et le digital et sur les réseaux sociaux en générant tout de suite un impact business. En tout cas, on le mesure et on le voit de plus en plus. Donc ça, c'est des choses effectivement que on travaille. On travaille plus en silo. Cette convergence médiale est hyper importante et elle est hyper importante aussi pour la création de contenu parce qu'on raconte pas la même chose. Et donc, on parle vraiment de storytelling, c'est-à-dire qu'on commence une histoire en télé et on la poursuit sur les réseaux. Et à l'inverse, elle peut commencer sur les réseaux et on la retrouve en télé 2 jours après. Donc, voilà, on réfléchit aujourd'hui dans nos plans de communication à adapter le bon message et on cherche cette créativité qui est essentielle pour émerger d'ailleurs sur l'ensemble des supports. On peut dire aujourd'hui, alors pendant longtemps, les réseaux sociaux ont été considérés comme des médias de communauté. Nickel, qui nous a quittés d'ailleurs, l'utilise aussi beaucoup comme ça. On peut aussi considérer qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus presque des médias de masse. Alors, je laisse la parole à l'une de vous deux, ou les deux d'ailleurs. Alors, oui. Élise. Oui, c'est des médias de masse, clairement. Facebook. Nous, on travaille Facebook comme on travaille un plan sur TF1. C'est un média de masse. On va chercher au moins 5 à 6 millions de reach systématiquement pour émerger. On travaille, on est effectivement dans les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'on doit être présent en continu pendant un minimum de 3 semaines. Donc, on doit travailler justement sa répétition. Le contenu hyper important, en fait, je pense que c'est une des forces des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des contenus différents et qu'on adapte en fonction de l'heure, en fonction de, effectivement, je joue du Facebook, je joue du Instagram et puis après je retourne sur YouTube. Donc voilà, on combine tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on ouvre toute possibilité créative pour raconter une histoire.
Mais maintenant, effectivement, on n'est pas là pour aller toucher 200 personnes sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Donc, on a la même stratégie télé digitale. Pareil pour vous, je crois, Clémentine, c'est comme ça que vous le considérez aujourd'hui? Je suis totalement alignée avec Élise. C'est clair qu'aujourd'hui, on est loin des réseaux sociaux avec la communauté, les fans qui nous suivent et du coup, ces fameux look-alike pour aller chercher de nouveaux fans. Les réseaux sociaux ont tellement évolué aujourd'hui qu'on est capable d'avoir un plan ciblé avec de la data précise pour aller chercher du coup le vrai intentionniste. Et puis au-delà d'un média qu'on imaginait au départ de branding parce que c'était des jolies images et que les gens nous suivaient, en fait maintenant avec des plateformes comme Facebook et consorts, on arrive à avoir un vrai plan média très complet qui nous permet de travailler le purchase funnel du début jusqu'à la fin pour émerger et nous faire considérer avec une bonne notoriété, une bonne familiarité de la marque, de nos modèles, pour créer de la préférence de marque et pour convertir. Et ça, aujourd'hui, pour moi, à travers les réseaux sociaux, finalement, sur le marché, c'est les seuls médias qui nous permettent de travailler le purchase funnel de haut en bas, avec une vraie donnée maîtrisée, avec un ciblage qui est précis et qui fonctionne. Et on ira encore plus loin en 2021, parce que, étant donné que nous, on fonctionne en réseau de concessions indépendantes, on n'a pas ces sorties de caisse qui sont très utiles pour mesurer la conversion en vente. Mais l'année prochaine, avec Facebook, on va relier nos prospects touchés sur Facebook avec les ventes générées. Donc, on va aller jusqu'au bout du purchase funnel pour pouvoir voir l'efficacité des plans médias sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on a des conseils à donner aux marques pour communiquer? Alors, tout à l'heure, Élise, vous parliez de durabilité des campagnes, c'est-à-dire que ça s'envisage comme une campagne télé. On n'est pas là pour saupoudrer, mais on doit être très présent. Il y a d'autres, vous parliez aussi de variation des formats. Voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui pour faire une campagne sociale engageante? Alors, pareil, je laisse la parole à Élise et ensuite à Clémentine. Oui, alors effectivement, j'en ai parlé un petit peu et je reviens d'ailleurs juste une seconde sur ce que me disait Clémentine. C'est très très juste sur le fait que effectivement les réseaux sociaux permettent de travailler à la fois l'awareness, la considération et la conversion. Et ça, c'est quand même unique. Et donc du coup, parce que je vois pas mal de questions qui arrivent sur le chat, sur les petites entreprises, les grandes entreprises, je vois en même temps. Le digital a fait sauter du coup les barrières à l'entrée en termes de communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre 500 000 € sur du digital pour, à un moment donné, être visible. Notamment on voit bien sur les plateformes comme Instagram, avec justement un pléthore d'annonceurs qui sont présents et pour des petites boîtes, tout simplement, mais parce qu'elles vont travailler une présence aussi en continu. Donc, je pense qu'un des éléments qui est hyper important, c'est qu'effectivement, si on fait une campagne pour une journée, c'est sûr qu'il faut mettre 250 000 balles pour être présent parce que sinon, on n'émergera pas. Par contre, si on fait des campagnes sur la durée, qu'on travaille la répétition, qu'on travaille sa cible aussi, alors on parle, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on essaye de dire qu'on travaille plus de cible maintenant, mais qu'on travaille sur des tribus, effectivement, par centre d'intérêt. C'est quand même unique. C'est pas comme si on allait faire une campagne sur TF1 à 20h le soir. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité à s'insérer sur des plateformes où aujourd'hui, on peut vraiment accrocher nos consommateurs cibles. La force aussi, c'est qu'on doit travailler sur des différents formats. Donc, c'est certain qu'on peut mixer du 2 secondes, du 6 secondes, du 15 secondes, du backstage. Donc, ça, c'est effectivement un des éléments à jouer, je pense, n'être pas dans un seul format unique, justement pour s'inscrire et en continu dans le ton fort. Et puis après, il y a aussi un autre élément qui est, il y a le média, clair, mais il y a aussi, notamment encore sur Instagram, tout ce qui est organique. Donc, en fait, nous, ce qu'on travaille, c'est qu'on associe toujours le paid et le own. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas être que dans une stratégie paid. Il y a aussi tout le contenu de marque et du coup, les communautés avec lesquelles on discute, qui sont aussi des relais. Donc, en fait, il faut pas je pense pas que la réponse, c'est de se dire, les petites entreprises, on n'a pas les grands moyens des grandes entreprises. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais je pense que nous, chez L'Oréal, on n'a pas 56 marques L'Oréal Paris non plus. On a des petites marques
comme des marques comme Atelier Cologne, des petites marques comme Kills, qui ont aussi un déficit de notoriété. Et on n'a pas les budgets médias à hauteur d'un Garnier ou d'un Laval Paris. Donc, on travaille sur effectivement plus d'une stratégie de communication fil rouge. On travaille aussi avec les communautés, on travaille avec des influenceurs qui se font le relais aussi de nos actions. Voilà. Donc pour moi, il y a effectivement des grandes marques qui ont une capacité d'émerger fortement en une journée, et puis il y a les autres. Et sur les autres, c'est vraiment une stratégie long terme. On n'émerge pas du jour au lendemain, ça c'est certain, mais à un moment donné, c'est aussi le bon contenu. Et je pense qu'on va y revenir après, mais la qualité du contenu, c'est le nerf de la guerre. Hein. J'ai beau être un gros annonceur, si j'ai pas un contenu… Pardon, je vais trop loin. Non, pas du tout. Non, parce qu'on va y revenir. Non, moi, j'avais envie de remettre un chiffre sur la table que vous m'aviez donné pendant la préparation, qui est quand même important, parce qu'il faut le dire, c'est la durée des campagnes. Vous m'expliquiez qu'on sait qu'on doit exposer 20 fois un consommateur à un contenu de marque pour qu'il effectue son achat. Donc, la présence continue est essentielle. Voilà, j'essaye de donner, en tout cas, de restituer les choses intéressantes que vous m'aviez données en préparation. Et effectivement, Clémentine, votre avis sur ce sujet, voilà, quels sont les conseils, je dirais, au niveau technique, et ensuite on passera à la création, puisque Élise a raison, elle est primordiale sur ces nouveaux environnements. Donc, je ne parle pas de création tout de suite, mais si j'ai un conseil, en effet, c'est de bien comprendre un plan média social sur la durée, et c'est pas des vagues télé, ce sont vraiment des constructions sur la durée qui permettent d'avoir une bonne mémorisation et un bon engagement aussi avec les internautes sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, on a de la chance, c'est qu'il y a pléthore de formats possibles avec Facebook, donc c'est pas une question de budget. Facebook a pas mal innové dans les formats de conversation et il faut en jouer pour pouvoir mixer le nombre de contenus pour pouvoir interagir, intéresser et convertir le prospect. Je fais une petite digression par rapport aux questions de chat également. Grosse, petite entreprise, je rejoins Élise, c'est pas une question de budget au départ, c'est une question de compréhension de ce média-là. Hyundai Motor France, en France, c'est 2,3% de part de marché. Donc, au-delà d'être un 5e constructeur mondial, en France, c'est quand même un petit poussé. Et si nous-mêmes, justement, on prend pas le pli d'aller dans des choses plus efficaces et plus engageantes avec les réseaux sociaux, alors on grimpera pas. Et face à des constructeurs automobiles concurrents qui ont plus de moyens et qui sont domestiques, donc qui ont plus de notoriété que nous, justement, on a les mêmes armes sur les réseaux sociaux parce que c'est le contenu et la stratégie long terme qui doit être menée avant de mettre beaucoup d'argent sur la table. Mais je parle pas de contenu. Alors, le contenu, justement, donc on peut rebondir dessus. Et Élise, vous avez fait des choses très novatrices pendant le confinement. Alors, j'en parle un peu dans le désordre et c'est pas forcément là-dessus que je voudrais accentuer, mais vous avez fait des campagnes avec vos collaborateurs, vous avez fait des lives avec vous me disiez, vos responsables marketing, vous avez fait des campagnes avec des consommatrices. Vous me disiez, le contenu est primordial, il a changé. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point? Aujourd'hui, quels conseils on peut donner à notre auditoire sur le sujet des contenus sur les plateformes sociales? Oui, alors j'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais en fait, c'est la variété des contenus qui est importante. Au-delà de ça, c'est le contenu chaud. Si effectivement, on prépare des contenus 3 mois ou 3 semaines à l'avance et qu'un événement se produit, etc., on est totalement à côté. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est pour ça que je vous disais qu'on était beaucoup dans des communications autour de lancement de produits. Et puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, non, on arrête là. Les gens sont confinés chez eux, on va arrêter de leur pousser un produit. Donc, en fait, on a tout de suite changé notre discours en envoyant des contenus pour leur demander comment ils allaient. Donc, en fait, c'est ce fameux tone of voice dont on parle. Et ce contenu chaud, c'est les 2 éléments qui sont hyper nécessaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et notamment parce que en fait, on est dans dans une conversation qui ne s'arrête jamais, qui est H24 tout le temps là. Donc en fait, on commence une communication sur les réseaux et puis elle va s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir. Donc il faut qu'on puisse, par rapport à ça, adapter nos contenus. Donc, c'est pour ça que ce contenu chaud, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est un contenu aussi qui doit qui doit changer très régulièrement. Donc, pour s'adapter, pour prendre en compte, du coup, les retours aussi des consommateurs. On peut pas juste faire des trucs en se disant, je regarde pas ce qui se passe.
Non. En fait, si on nous pose une question, à un moment donné, il faut travailler un contenu par rapport à la demande. Et ensuite, il faut qu'on soit très eye-catching. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté qu'on a quand même sur les réseaux, c'est qu'il y a tellement de contenus qui s'enchaînent. Vous savez très bien que vous prenez votre téléphone, vous faites clac, 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 en une seconde. Si vous n'avez pas chopé le consommateur à ce moment-là, c'est terminé, il sera passé à autre chose. Donc, on a aussi un enjeu, c'est d'être très créatif là-dessus pour tout de suite attirer l'attention, parce que en fait, on est passé dans un monde où on zappe. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a une boulimie de contenu permanente, mais à côté de ça, il faut qu'on arrive à émerger. Donc, il y a cette vraie concurrence de l'attention qui nous oblige tout de suite à être très, très décisif. Voilà. Donc, c'est, pour résumer, contenu chaud, créativité multiple. Je pense que ça, c'est hyper important. Et un autre élément aussi, pour moi, c'est co-création. Et c'est aussi ça dont vous parliez tout à l'heure, c'est que faire des campagnes avec nos consommateurs, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que les mettre en scène, enfin, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils se mettent en scène eux-mêmes. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenant, on les mette en scène avec nous. Donc, ils co-créent avec nous. Moi, j'ai une marque que j'adore en France, qui est chez L'Oréal, qui s'appelle DOP. Et en fait, à chaque fois qu'on sort un parfum DOP, fraise tagada, etc., banane, etc., en fait, on les interroge et on leur demande quel goût ils veulent. Et ensuite, on met en avant que le contenu qu'ils créent eux. Et voilà. Et je trouve que c'est comme ça qu'on doit travailler, c'est-à-dire qu'on doit être on doit s'inspirer des consommateurs et on doit être dans une stratégie de partage, en fait. Vous me parliez aussi d'authenticité et de vérité, et vous me disiez, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui, parce que c'est une question qui était dans le fil, que le phénomène des influenceurs est devenu aussi important. C'est parce que ces gens-là, en fait, ont commencé à parler des choses dans leur chambre, c'est la vraie vie. Donc ça veut dire apprendre aussi aux marques à être plus, enfin en tout cas apprendre, on leur apprend rien, mais en tout cas à conseiller aux marques d'être plus vraies, plus authentiques dans leur communication. Ah oui, alors ça c'est hyper important, c'est-à-dire que pour moi, c'est la clé. Si on n'est pas totalement authentique et transparent dans ce qu'on dit, en fait, aujourd'hui, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est une obligation qu'on a, que toutes nos marques ont, c'est de montrer la réalité. Alors, oui, vous allez me dire, oui, c'est la beauté, vous faites des campagnes marketing. Oui, parce qu'en fait, la beauté, c'est quand même, c'est un achat plaisir, c'est une envie. Donc, on a envie d'être belle, d'être beau. Donc, c'est certain qu'on doit mettre en scène nos produits. Pour autant, les influenceurs, on travaille beaucoup avec eux parce que ce sont des vraies personnes et que nos consommateurs aujourd'hui, eh bien, ils se reconnaissent. Et surtout les jeunes, quand ils voient une jeune fille qui est en train de faire des vidéos dans sa chambre, ils la copient, quoi. Moi, j'ai une petite fille, elle, parfois, je la vois, elle copie dans la salle de bain des influenceurs parce qu'elle a vu quelque chose. Donc, en fait, c'est cette authenticité, là qui est hyper important. Et c'est une urgence du moment. Et effectivement, l'autre campagne avec Eva Longoria, je reviens là-dessus, mais pendant le confinement, mais franchement, elle s'est montrée telle qu'elle était. C'est-à-dire que voilà, elle n'a pas caché qu'elle avait 2 cm de cheveux gris sur la tête et qu'il fallait qu'elle se fasse une coloration à la maison. Mais en fait, c'est la réalité de nous toutes, donc ce discours vrai, il est nécessaire. Donc, nous, on essaye de le travailler tout en étant aspirationnel. Parce que je pense que voilà, il faut réussir à combiner ces deux éléments-là de façon très, très importante. Et effectivement, il y a une campagne aussi de Mixa avec des vrais gens de L'Oréal qui s'occupaient de leurs enfants pendant le confinement. Et ce sont ces vraies personnes. On essaye de plus non plus retoucher comme à l'époque du Photoshop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment, il fallait être parfaite. Ça fonctionne pas, quoi. Donc, en fait, il faut qu'on s'adapte. Donc, il faut qu'on soit toujours très agile là aussi pour écouter et ce que veulent les gens. Clémentine, vous aviez aussi des conseils. Vous avez notamment d'ailleurs à l'aune d'un récent contenu que vous avez sorti et qui a très bien fonctionné. Alors, quels conseils en termes de contenu vous pourriez donner à notre audience ? Le premier, c'est de ne pas calquer son contenu digital sur son contenu social. Parce que le contenu digital, il répond à un objectif de quête de performance et c'est pas du tout ce qu'il y a juste sur les réseaux sociaux.
Donc, on ne peut pas aller plugger sa même créa digitale sur le social, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de réfléchir à ce que les consommateurs sur les réseaux sociaux souhaitent connaître de vous et la manière dont ils souhaitent interagir avec vous. C'est du coup une logique qui nous a permis du coup de créer des contenus dédiés et tu en parlais Vanina effectivement là-dessus avec un contenu qui est récent qui est la zéro émission. La zéro émission, c'est un contenu récent, une web-série que nous avons réalisée cette année pour, dans un premier temps, lever les freins sur tout ce qui est véhicule électrique. On sait qu'il y a des Français qui se posent plein de questions sur le véhicule électrique, qui se disent bah non, ça n'a pas assez d'autonomie, c'est pas pour moi, c'est trop cher, et puis c'est trop loin à recharger, et puis je sais pas où sont les bornes. Et donc ça, après avoir écouté ce qui se dit sur les réseaux sociaux autour de nos véhicules électriques, on a créé un contenu dédié avec le programme Zéro Émission, avec un influenceur, acteur connu, populaire, qui est Arnaud Ducré, et qui a porté ce programme. Et on allait encore plus loin parce qu'on commence à avoir de la maturité aussi sur les contenus attendus sur le social. C'est qu'on a expliqué notre problématique à Arnaud, et que c'est Arnaud qui a totalement écrit les 6 épisodes de cette web-série-là, avec la touche d'humour qu'on lui connaît, et avec, du coup, ce ton très populaire, proche des gens, qui est attendu sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ça qui nous a amené à créer cette nouvelle web-série qui fonctionne très bien à l'heure où on se parle. On l'a créée, on l'a produite, enfin, on l'a préparée pendant le confinement, on l'a produite les premières semaines sorties du confinement pour que dès juillet, période où on sait que les réseaux sociaux sont très consommés aussi. Donc ça, c'est un autre conseil que je donne aux annonceurs, c'est même si vous abandonnez l'investissement média traditionnel pendant les vacances parce que c'est pas une période forte peut-être pour vous d'un point de vue business, n'abandonnez pas les investissements sur les réseaux sociaux parce que là, pour autant, il y a beaucoup de consommation média et donc du coup, vous allez avoir des très bonnes performances. Donc, on a lancé ce programme-là tout début juillet en média et aujourd'hui, c'est un programme qui tout de suite nous a permis de gagner 1,5 points de considération sur ces modèles électriques, qui nous a permis de gagner 2 points d'opinion favorable, donc en tant que marque électrifiée. Et ça nous a permis aussi, d'un point de vue performance, d'acquérir de nouveaux prospects avec un coût diminué de 2,5 fois. Ça, c'est énorme parce qu'on sait aussi, on parlait tout à l'heure de l'investissement à mettre sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on crée du contenu dédié, ça nous permet d'atteindre un niveau de performance à moindre coût. Donc ça aussi, c'est important. Donc si vous investissez un peu plus dans la production, sachez que vous le gagnerez aussi en performance business. Voilà, c'est un sujet qui revient d'ailleurs, ou en tout cas qui peut conforter ces petites entreprises qui s'exprimaient dans le fil du chat sur l'accessibilité des investissements. Alors, je vous remercie pour toutes ces choses. J'ai envie de conclure et je m'adressais plus à Élise. On a beaucoup parlé aussi de sens dans la première partie dédiée aux insights. Florence Trouche expliquait qu'une personne sur 2 pendant le premier confinement et la première période de crise avait revu leurs priorités et qu'un certain nombre d'entre elles attendaient que les marques désormais s'engagent. Alors là, on dépasse un peu le côté construction d'un territoire social, mais on touche aussi au côté posture et essence même et ADN des marques aujourd'hui. Élise, je sais que L'Oréal est très en avance sur le sujet depuis maintenant 10 ans. Vous avez des grands programmes quinquennaux que vous travaillez déjà depuis longtemps sur l'engagement. Est-ce qu'on peut parler du rôle des marques et de ce que les consommateurs en attendent aujourd'hui? Ah oui, je pense que c'est le sujet le plus important, c'est-à-dire que le sujet RSE, c'est pas le sujet qu'on planque dans un placard comme il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans. Non, mais c'est vraiment, c'est très, très important et c'est au cœur de la stratégie du groupe, justement. Et on avait un programme qui s'appelait Sharing Beauty with All, avec des KPI qui avait été clairement défini, notamment sur la réduction de l'impact carbone de nos usines, et qui est arrivé à son terme en début d'année. Et là, L'Oréal a relancé un programme de transformation sur les 10 prochaines années pour justement soutenir toutes les actions qui dans le monde sur le climat et le fait qu'on ne va pas non plus être partie prenante de façon négative là-dessus. Et c'est hyper important parce qu'en fait, si je reprends, est-ce que j'ai raté la première question ? Parce que j'étais pas connectée, mais du coup, moi non plus. Alors moi non plus, je vous rassure, donc tout va bien. Ah bon, d'accord. J'avais été déconnectée, oui. Ah bon, bah ça va alors. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le consommateur aujourd'hui, il veut
consommer mieux. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc en fait, il fait attention à sa santé et la crise l'a montré. Il a besoin de transparence, il a besoin qu'on soit sincère avec lui. Il recherche de la naturalité et il cherche aussi tout ce qui est local. Ce consommateur, il veut aussi s'engager. Donc il n'attend pas des marques, des promesses, mais il attend des preuves. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le gouvernement tout seul qui va réussir à changer les choses. Et ce sont les marques et les groupes comme nous, mais toutes les petites entreprises aussi, qui doivent s'engager parce que notre consommateur est devenu un consommateur activiste. C'est clairement aujourd'hui, il attend de nous qu'on prenne position. Il attend de nous justement, et par rapport au fait que je pense à L'Oréal, on a des moyens pour faire changer les choses, qu'on travaille aussi à ses côtés sur nos impacts sur les 10 prochaines années. Donc effectivement, nous avons ce nouveau programme en termes d'émissions de neutralité carbone sur à la fois ce qu'on va émettre, mais également ce qu'on va émettre de façon indirecte. C'est-à-dire que quand on lance un produit, et notamment un shampoing, il est certain qu'un shampoing, aujourd'hui, on l'utilise avec de l'eau. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on génère un impact indirect sur la consommation. Et c'est ça qu'on est en train de travailler dans le groupe. C'est pour ça qu'on travaille sur des shampoings solides, sans packaging. C'est pour ça qu'on a revu d'ailleurs, on revoit tous nos packaging pour avoir zéro plastique sur les 5 prochaines années. Donc, on mène énormément d'actions au niveau du groupe pour justement participer à cet engagement collectif par rapport à l'environnement. Les marques aussi s'engagent parce qu'il y a la dimension environnementale, mais il y a la dimension sociétale. Hier, vous avez vu que c'était la grande campagne justement contre les violences faites aux femmes. Donc, on a une campagne qu'on a lancée mondialement avec le D. Je ne sais pas si vous avez vu qu'on inscrivait sur les mains. Mais en fait, on s'associe avec L'Oréal Paris pour justement accompagner les gens quand ils voient quelque chose dans la rue, une situation de harcèlement, etc., qu'ils aient les codes aussi pour venir en aide. Donc, il y a effectivement beaucoup d'actions que nos marques ont entrepris depuis plusieurs années. Il y a l'illettrisme qui est soutenu par la marque Lancôme. Il y a effectivement les violences faites aux femmes dont je parlais à l'instant avec L'Oréal Paris. Il y a tout le programme pour les femmes et la science où on accompagne dans le monde justement et on aide justement ces femmes à travailler toute l'innovation scientifique. Bon, je suis pas là pour dire tout ce que fait L'Oréal, tac. Il faut aller sur le site du groupe L'Oréal pour le futur et vous verrez l'ensemble de nos engagements. Mais c'est hyper important. Et cette communication, elle est au cœur même de la relation qu'on crée avec nos consommateurs. Ces engagements-là, aujourd'hui, il y a un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'on doit le dire, est-ce qu'on ne doit pas le dire, il faut le dire. Il faut montrer ce qu'on fait. Il faut montrer que voilà, on est acteur et on fait pas ça pour se faire beau. On se fait par ça parce qu'on est engagé et que nous-mêmes on génère un impact. Et aujourd'hui, voilà, c'est la sincérité et l'authenticité qui sont attendues par nos consommateurs. Ça passe aussi par faire émerger ces engagements-là. Alors après, je dis pas qu'il faut aller travailler sur n'importe quel petit engagement. Il faut que ce soit très très opportun et il faut que la marque, en fonction de ce qu'elle est et l'affinité qu'elle a, elle s'associe et elle montre des choses qui lui sont propres. Donc voilà. En tout cas, sachez que l'impact environnemental, l'impact sociétal, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille dans le groupe depuis maintenant très longtemps et sur lesquelles on s'inscrit sur les prochaines années. Et c'est pour ça que le RSE, c'est devenu le truc très hot topic chez nous. Donc, en fait, effectivement, au-delà des marques connectées, être une marque de sens, mais pas gratuitement. Enfin, surtout, attention à pas tomber dans l'opportunisme et le travers. Je crois qu'on a fait le tour dans des conditions techniques houleuses, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour des conseils que des marques pouvaient donner aujourd'hui pour construire des territoires de marques sociaux. Je m'excuse sincèrement, enfin, je vous prie de m'excuser pour tous les problèmes techniques que nous avons pu avoir, chacun et chacune dans nos interventions. Nous n'avons pas pu, malheureusement, je vois que Clémentine a quand même divulgué le film, et heureusement, dans le chat, divulguer les campagnes comme nous aurions aimé le faire. Voilà, notamment Zéro Émission n'est pas un soap opéra, je confirme. Vous verrez, c'est une série très, très bien écrite par Arnaud Ducret, dont j'ignorais les talents d'auteur. Je vous remercie toutes les deux. Je remercie également Marie. Je remercie les intervenants de Facebook. Nous n'avons plus le temps pour les questions puisque ces aléas techniques nous ont fait perdre beaucoup de temps.
heureusement que nous avions anticipé ce petit questionnaire qui va vous être envoyé. Vous pourrez poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre ou de faire répondre dans la limite de leur temps disponible les intervenants de ce webinaire. Voilà, je vous remercie infiniment et j'espère qu'en dépit de tout cela, merci pour vos réponses dans le chat, que tout cela, les échanges auront pu être intéressants et vous apporter des éclairages sur qu'est-ce qu'une marque connectée aujourd'hui. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et merci à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.